All right, hello and welcome. Bonjour et bienvenue aux panélistes et aux membres du public. Je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui. My name is Anna, and on behalf of Fourspace, thank you for joining us. I'll just note that this conversation will roll out in French, but if you have questions and feel more comfortable in English, please feel free to engage in whatever language you choose. Our guests are happy to respond in either. Cette conversation rassemble Richard Foltz, l'auteur de Les religions de la route de la soie, les chemins d'une mondialisation prémoderne, récemment publié avec Concordia University Press, avec professeur en études françaises et traducteur du livre Benoît Léger, et notre modérateur, professeur associé au département de sociologie de l'UQAM, Rachad Antonius. Bienvenue à tous. Espace 4 de l'Université Concordia, situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé, et la porte d'entrée de l'université. Toutes nos activités sont ouvertes au public dans le but de faciliter des expériences interactives liées aux travaux de nos professeurs et étudiants. Cet événement est en cours d'enregistrement et si vous êtes sur Facebook, nous sommes maintenant en vidéo continue @CU4Space. J'ai maintenant le plaisir de passer le micro à Rachad Antonius. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Anna, bonjour Richard et Benoît. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette discussion au sujet de ce livre-là qui est absolument passionnant et qui est assez complexe à lire aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails, c'est très, très, très riche. Donc, je rappelle le titre que vous savez, les religions de la route de la soie. Et peut-être que, bon, je vais animer un peu cette discussion, inviter Richard et Benoît à commenter certaines de mes questions. Donc, la première question que j'aimerais poser à Richard, c'est est-ce que tu pourrais nous rappeler, Richard, le concept même de route de la soie, à quoi il réfère, à partir de quand il a été accepté comme concept? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de route de la soie avant qu'on aille dans le détail de ce qui est dans le livre? Oui, effectivement, c'est bien de commencer par là parce que la route de la soie, c'est un concept qui a été inventé assez récemment. L'expression se retrouve pour la première fois au milieu du 19e siècle chez les Allemands, chez les chercheurs allemands. Ce qui fait que c'est une idée qui n'existait pas avant, apparemment, ce qui veut dire que les gens dont on parle, quand on parle de la route de la soie, les activités, les échanges culturels et tout ça, ils n'étaient pas du tout conscients qu'ils faisaient partie d'un tel réseau. Hein. C'est quelque chose qu'on projette en arrière du temps moderne vers le passé. Donc, c'est une façon d'encadrer un phénomène historique qu'on perçoit aujourd'hui, mais qui n'aurait pas été perçu en tant que tel dans le passé. Tout à fait. Et quand on le perçoit aujourd'hui, en fait, il y a des images qui viennent en tête. Je ne sais pas si à la régie, on peut montrer la carte en question. Mais vous voyez, il s'agit de cette carte-là. Je ne sais pas si la régie peut l'afficher, Douglas, qui montre un peu, en fait, je vais le faire. Donc, ce que ça montre, c'est l'étendue de cette zone qu'on appelle la route de la soie, qui va de la Chine aux confins de l'Europe et qui est marquée par un certain nombre de villes donc, qui ont joué un rôle central et qui sont les étapes de ce mouvement de marchandises. Donc, essentiellement, si j'ai bien compris, Richard, il y avait c'est une route commerciale, mais ce n'est pas une route au sens classique du mot route. Non, c'est un réseau. C'est un réseau de chemins que les gens faisaient par petits bouts et les marchandises transitaient, étaient transformées. Mais il y a un peu plus que ça aussi. Autour de ce réseau se sont consolidées des civilisations. Peux-tu nous en dire oui. quelques mots? Oui. Oui, effectivement, les produits ils ont avancé par étapes, comme tu dis.
Le commerce, enfin, ça se faisait par étapes, c'est-à-dire que les commerçants de Constantinople ou d'Alep, par exemple, auraient eu des contacts, par exemple, en Iran, les marchands en Iran, dans les bazars d'Asfahan ou Tabriz, ils auraient eu des contacts, par exemple, à Marv ou à Bukhara, Samarkand, et puis eux autres, en Asie centrale, ils auraient eu des contacts avec des gens dans le bassin de Tarim, dans le Xinjiang actuel. Et eux, ils avaient leur réseau qui s'étendait jusqu'à la Chine. Mais par exemple, enfin, les Chinois, ils étaient vaguement conscients que l'Empire romain existait. Et les Romains aussi, ils étaient vaguement conscients que la soie, qu'ils estimaient énormément, venait d'un lointain pays dans l'Orient qu'ils appelaient Cérès. Mais selon les géographes, il semble que pour les Romains, le Cérès, c'était justement ce bassin de Tarim, qui est maintenant, qui fait partie de la Chine, mais ça c'est assez récent. C'est vraiment au milieu de l'Asie. Donc, pour les Romains, ils n'avaient pas cette idée que la Chine existe là où il existe maintenant. En plus, quand ils parlent des gens de Cérès, ils décrivent des gens de physique européens qu'on pense maintenant, c'était des gens qu'on appelle des Tokhars ou des Tokhariens, des gens indo-européens qui se sont installés dans cette région il y a 3000 ans. Donc, ce n'était pas les Chinois. C'était pas les Chinois. Donc, il y avait une connaissance, mais très, très vague. Parfait. On va revenir aux détails de cette richesse à la fois de population, de culture, de religion. Mais je voudrais poser la question à Benoît maintenant. Benoît, tu as traduit ce livre qui est quand même assez complexe en termes de quantité d'informations, de richesse, de termes, de mots étrangers dans les langues locales. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce livre? Qu'est-ce que toi, tu y as vu? Effectivement, c'est un livre monstrueux. En fait, il y a plusieurs livres là-dedans. Il y a plusieurs régions du monde, il y a plusieurs États modernes, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs langues. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais c'est aussi un travail de traduction pour ce genre de livre où on doit se concentrer sur un aspect, une culture, une civilisation. Personnellement, rapidement, j'avais déjà traduit des livres portant sur la Turquie, l'Asie centrale. Donc, j'ai développé un intérêt, une certaine compétence pour cette région du monde que je trouve fascinante. Je suis arrivé à ce livre, je crois, en surveillant ce qui se publiait au Canada sur ces régions du monde. J'avais un intérêt, par exemple, pour le Xinjiang et les Ouïghours, puisqu'il y a plusieurs années, j'ai traduit un livre qui était en grande partie consacré aux Ouïghours d'aujourd'hui et au Xinjiang et à l'Asie centrale. Donc, j'avais développé des compétences, mais aussi des capacités de recherche. La question, Rachel, ta question sur, par exemple, les mots, c'est en fait une question que les traducteurs règlent assez rapidement parce qu'il existe des ouvrages de référence. Il suffit de développer une méthodologie, d'être rigoureux, de s'entendre sur, par exemple, la transcription des mots étrangers et des toponymes en français. Ça, c'est un problème qui se règle assez rapidement. Le grand problème dans ce genre de livre, c'est bien sûr de développer une compétence, des connaissances suffisantes sur l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, les zoroastriens et j'en passe, pour être capable de comprendre ce qui est dit dans le détail et aussi de trouver des sources, qu'on appelle en traduction des textes parallèles sur la question. Parce qu'évidemment, il faut bien comprendre qu'un traducteur, et j'écoutais il y a quelques semaines une conférence d'une éditrice québécoise qui expliquait qu'un traducteur d'essai, en le cas qui nous intéresse, doit avoir les compétences, mais en même temps, le traducteur ne peut pas être l'auteur. Je ne suis pas historien des religions d'Asie centrale ou d'Iran. Si je l'étais, je serais prof d'histoire des religions. Il est impossible de développer les compétences de l'auteur. Mais on est capable d'aller chercher l'information une fois qu'on maîtrise bien le livre et qu'on comprend toute l'information. On est capable, grâce à des textes, qu'on appelle donc des textes parallèles, de se documenter, d'adopter un ton approprié,
de retrouver, par exemple, un grand problème. Moi, je suis un maniaque de la documentation, des recherches documentaires. C'est l'archéologue en moi. Mais tant que je n'ai pas sous les yeux la traduction française publiée d'une citation dans, par exemple, l'ouvrage de Richard, je ne suis pas satisfait parce que je ne peux pas retraduire tel récit qui avait déjà fait l'objet d'une traduction française, parfois au XVIIIe siècle. Le grand avantage, là je m'éloigne un peu de l'Asie centrale pour généraliser sur la traduction, mais le grand avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a accès en ligne à une richesse infinie, un trésor inépuisable de ressources documentaires quand on sait chercher pour retrouver des documents, par exemple sur Gallica, sur le site de la BNF, grâce aux articles, bien sûr. Donc, on est capable d'aller retrouver du matériel assez facilement. Mais c'est sûr qu'il faut quand même avoir une certaine familiarité avec l'islam, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, le zoroastrisme, les nestoriens, et ainsi de suite. Mais ça, on l'acquiert aussi au fur et à mesure de la traduction, je crois. Quitte à poser des questions à l'auteur. Merci. Je reviens à Richard maintenant avec des choses qui m'ont frappé dans le livre, des thèmes que j'aimerais qu'on aborde un à un. Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est la richesse culturelle et civilisationnelle qu'on trouve dans cette région du monde. Et cette richesse qui a duré des milliers d'années et qui s'est consolidée avec ces échanges commerciaux. Et donc, il y a deux ou trois thèmes qui ressortent. D'une part, cette richesse, j'aimerais qu'on en parle, mais ensuite, c'est la question des voyages longue distance. On a l'impression que c'était comme impossible ou difficile. Ces voyages, même avec le confort d'aujourd'hui, on a de la difficulté à faire ces très longs voyages. On imagine, c'est une zone, on passe par des zones désertiques, par des zones très montagneuses, difficiles d'accès, et pourtant, les gens voyageaient sur des milliers de kilomètres. Et donc, j'aimerais, Richard, que tu commentes un peu sur cette facilité de voyage, mais ça suppose plein de choses. Ça suppose que quand des gens arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, sans avoir annoncé à l'avance qu'ils arrivent, ils doivent trouver des lieux où rester, ils doivent interagir avec les gens, ils doivent parler des langues, ils doivent se nourrir dans des régions des fois désertiques, ils doivent changer de bêtes, prendre des bêtes plus reposées pour faire la route du voyage. Quelle infrastructure ça suppose, tout ça, Richard? Comment la disponibilité de ces infrastructures est rendue possible par ces civilisations? Alors, j'aimerais qu'on parle un peu des voyages, mais aussi des diverses civilisations qui ont été présentes dans ces régions, qui ont rendu tout cela possible. Oui. Question assez compliquée. Je dirais d'abord que ces voyages n'ont jamais été faciles et ils ont toujours été très, très dangereux. On avait de fortes chances à ne pas arriver à sa destination pour plusieurs raisons. Ça pourrait être une catastrophe naturelle, ça pouvait être des bandits. Donc, il y a toutes sortes de choses qui pouvaient arriver. Et c'était une des raisons pour lesquelles, apparemment, jusqu'au XIIIe siècle, peut-être, personne n'a fait le trajet en entier. Il fallait attendre le Pax Mongolica après la conquête mongole pour avoir une stabilité tout au long du chemin pour qu'on puisse le faire en entier à la Marco Polo ou Ibn Battuta. Avant ça, bon, les infrastructures ont commencé à être construites au début de notre ère, parce que c'était rentable. C'est-à-dire que, bon, la route de la soie en tant que telle, si on parle de ça comme chemin de contact entre l'Orient et l'Occident, je pense que ça remonte bien à au moins 4000 ans, parce que
les gens qui ont domestiqué les chevaux habitaient en Asie centrale et c'était des nomades. Et donc, à cause des changements climatiques et des saisons, ils étaient obligés de temps en temps de se déplacer, de chercher d'autres régions, d'autres pastures pour leur bétail. Et en l'absence des cartes, ils ne savaient pas où ils allaient. Il fallait rester près des montagnes parce que de la montagne descend de l'eau, hein, mais ils ne pouvaient pas vraiment entrer dans la montagne parce que c'est difficile à traverser. Donc, si on regarde une carte physique aujourd'hui de l'Eurasie, on voit qu'il y a une sorte de ligne presque ininterrompue qui va de l'Hongrie jusqu'à la Mongolie et de là jusqu'en Chine, des chaînes de montagnes. Donc, dans la préhistoire, les gens qui se déplaçaient à cheval et avec des chariots, forcément, ils suivaient cette ligne-là. Et c'est justement là où on a vu l'émergence, il y a à peu près 2000 ans, de ce qu'on appelle la route de la soie, ou bien les réseaux commerciaux. Donc, il y avait déjà les contacts. Hein. On a les chariots et de la métallurgie occidentale qui arrivent en Chine déjà il y a plus de 3000 ans. Donc, c'est arrivé par là, par les steppes. Hein, c'est les nomades, ce sont les nomades qui l'ont apporté de l'Occident. Donc, il y avait déjà du commerce entre l'Occident et la Chine. Et c'est les nomades des steppes parce qu'eux, ils étaient les gens les plus mobiles de l'histoire. Une fois avoir domestiqué le cheval, ils sont devenus très, très mobiles. Ce qui a rendu possible ce contact à travers des grandes distances. Donc, mais le fait que cette infrastructure des caravanserais et des groupes de commerçants qui faisaient des voyages peut-être 2-3 fois par an régulièrement, ça a commencé il y a à peu près 2000 ans. Et leur sécurité était garantie justement par les nomades. Parce qu'en l'absence des gouvernements centralisés, il n'y avait pas de sécurité. Donc, la seule sécurité venait des ententes avec des tribus nomades qui protégeaient les commerçants. Et donc, il y avait une sorte de réciprocité entre les deux sociétés qui a duré jusqu'au XXe siècle. Tout à fait, et c'est une question extrêmement difficile à régler, cette complémentarité qui est un peu antagoniste, mais ils ont besoin de l'un de l'autre, mais il y a un antagonisme entre les nomades d'une part, qui eux peuvent assurer une sécurité et qui ont la capacité de faire des raids ou des razzias sur les zones plus agricoles, mais c'est les zones agricoles qui produisent ce qu'il faut manger. Et donc, aussi les produits industriels que les nomades valorisent. Le métal, pour avoir des pées, des écharpes, ainsi de suite. Et donc, les nomades ont d'une certaine façon besoin des zones agricoles et de leur style de vie, de leur style de production, mais en même temps, ils les contrôlent, ils font des razzias et donc, ils ne peuvent pas vraiment les détruire complètement parce qu'ils ont besoin d'eux. Et cette infrastructure extrêmement complexe a permis, comme on le voit, l'émergence de civilisations diverses. Et dans ton livre, Richard, tu évoques un très grand nombre je ne dirais pas de civilisations différentes, mais de concepts différents de c'est quoi la civilisation, c'est quoi la société, c'est quoi l'ordre social, et avec une infinité de variantes. Mm-hmm. J'aimerais que tu me parles un peu de ces grandes civilisations qui ont structuré tout cet espace. Il y a eu une civilisation chinoise avec des variantes, il y a eu une civilisation plus indienne, il y a eu le bouddhisme, il y a eu le christianisme, il y a eu des religions. Et ce qui est frappant dans ça, c'est qu'on constate en lisant le livre que l'extension et la propagation de certaines religions répondent très étroitement
à l'extension du commerce, qui lui-même est tributaire de l'extension des empires qui permettent qu'on circule de façon sécuritaire. Et donc, une des choses sur lesquelles j'aimerais que tu commentes, c'est d'une part ces grandes civilisations, c'est quoi les gros morceaux, les gros blocs qui construisent tout cet espace. Et parce que ça va nous permettre d'arriver ensuite à l'idée que, au fond, les religions, il y a peut-être, c'est-à-dire, les idées religieuses elles-mêmes ne sont pas la cause de la propagation. C'est comme les causes de la propagation n'ont rien à voir avec la croyance ou la foi. Ils ont plus à faire avec le commerce et la guerre. Mais avant d'arriver à cette question, peux-tu nous dire c'est quoi les grands blocs de civilisation que Oui, tu as pu alors on a la identifier? civilisation soi-disant occidentale, gréco-romain de la Méditerranée, qui s'étend jusque dans la Mésopotamie, où on a la frontière avec le monde iranien, qui s'étend jusqu'à la Mongolie, où on arrive à la civilisation chinoise. Donc, on a la civilisation gréco-romaine, la civilisation iranienne et la civilisation chinoise. Il y a la civilisation indienne aussi, mais c'est un peu à part. Hein? L'Inde, ça ne fait pas partie de la route de la soie directement, mais il y a une branche qui descend vers l'Inde. Oui, parce que le bouddhisme a été influencé aussi par l'Inde. Et pourtant, le bouddhisme a vu le jour en Inde et ça a été rapidement transmis par le commerce de la route de la soie. Il y a une légende dans les textes bouddhiques qui parle de deux hommes d'affaires iraniens qui venaient de la Bactrie, l'Afghanistan actuel, qui étaient en voyage d'affaires en Inde, alors que le Bouddha a donné son premier sermon public. Et eux, ils ont assisté à ce sermon, ils ont été impressionnés. Quand ils sont rentrés chez eux en Bactrie, ils ont pris l'enseignement bouddhique avec eux. C'est légendaire, mais c'est aussi, ça correspond très, très bien à ce qu'on voit plus tard, que ces religions se sont dispersées, se sont répandues par le commerce, par les réseaux commerciaux. J'aimerais faire quelques commentaires sur ces religions et ensuite arriver à la langue et poser des questions à Benoît sur la question de la langue. Mais avant, j'aimerais m'attarder un tout petit peu sur une chose qui est très claire dans le livre, c'est cette hybridité religieuse. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on dit que telle région était, mettons, bouddhiste ou bien chrétienne, on s'aperçoit que ce n'est pas bouddhiste au sens où nous on l'entend, ni chrétienne au sens où nous on l'entend, parce que dans les pratiques chrétiennes, il y avait des éléments de bouddhisme, des éléments d'autres pratiques religieuses, des éléments de judaïsme et ainsi de suite, de zoroastrisme. Et donc, j'aimerais qu'on aborde deux questions, Richard, avant d'arriver à la question de la langue. C'est l'hybridité des pratiques religieuses, de chacune de ces pratiques religieuses. J'aimerais que tu puisses élaborer un peu, parce qu'il y a de très belles pages dans le livre là-dessus, sur cette hybridité. Et l'autre aspect, après avoir parlé de l'hybridité, c'est la question de l'extension du christianisme version nestorienne dans cette région du monde, qu'on a, qui ne fait pas partie des choses qui ne font pas partie de notre culture ordinaire, commune. On n'a pas beaucoup de familiarité avec cette idée que le christianisme était très présent, pas seulement au Proche-Orient, mais aussi en Asie centrale. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette hybridité d'abord? Oui, mais c'est-à-dire que l'Asie centrale n'a jamais été siège de quelconque autorité religieuse.
C'est-à-dire que les centres d'autorité étaient ailleurs. Ce qui fait qu'il n'y avait pas... les gens étaient... on peut dire que les gens étaient libres d'interpréter et de pratiquer une religion telle qu'ils voulaient. On sait aussi que les religions sont adoptées dans l'histoire en s'adaptant aux normes locales. Hein? Donc, une religion réussit à avoir des convertis dans la mesure où les gens n'ont pas trop l'impression de changer leur vie. Ce qui fait que, bon, on voit en Europe que les anciens dieux deviennent des saints chrétiens. Mais c'est le même dans toutes les religions. Donc, pour le bouddhisme, c'est pareil. Le bouddhisme, une fois sorti de l'Inde, devient très, très marqué par la culture iranienne. Pour en donner un exemple, le secte bouddhique qui a le plus grand nombre de pratiquants aujourd'hui s'appelle le secte de la terre pure. Et dans cette expression du bouddhisme, on se fie à un sauveur qui va sauver les âmes et qui va revenir à la fin du temps pour restaurer le monde dans un bon état. Bon, ben ça n'a rien à voir avec le bouddhisme dans les anciens textes. C'est tout à fait iranien. C'est une idée qui se retrouve dans le zoroastrisme et qui est repris plus tard dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais ça n'a rien à voir avec le bouddhisme. Comment ça se fait que le bouddhisme le plus populaire aujourd'hui est cette idée-là? Ça vient du fait que ce sont les Iraniens qui ont transmis le bouddhisme de l'Inde vers la Chine et ils ont imprimé certaines idées à eux sur un bouddhisme en train d'évoluer. Et c'est la même chose pour toutes les religions. C'est la même chose pour toutes les religions parce qu'ils ont tous suivi le même itinéraire. Et comme tu le dis, il n'y avait aucune autorité religieuse centrale dans cette région parce qu'elle n'aurait pas pu... À la seule exception du manichéisme, parce que après les persécutions des manichéens par les Arabes à Bagdad, à l'époque abbasside, le métropolitain s'est déplacé de Bagdad vers Samarcande. Donc, pendant plusieurs siècles, Samarcande, c'était le siège de l'église manichéenne. Et ça a eu ça a certainement joué un rôle dans le fait que le manichéisme est devenu, pour la première et seule fois dans son histoire, une religion d'État chez les Ouïghours. Pas les Ouïghours d'aujourd'hui, mais ça, c'est une autre question. Mais oui, à cette exception près, non, c'est sûr que l'autorité était très éloignée. Ce qui fait que les gens ont pu, on parle, ça me rappelle un livre qui a été écrit par un prêtre chrétien converti du zoroastrisme. Donc, c'était un nestorien, un prêtre nestorien d'origine iranienne qui s'était converti du zoroastrisme au christianisme. Et il a écrit dans un livre pour ses adeptes que ne vous trompez pas, il ne faut pas s'asseoir à côté de ses amis juifs pour le repas de Pâques en pensant que c'est la même chose pour eux que pour vous. Hein? Ce sont deux choses différentes et il ne faut pas les mélanger. Ce qui veut dire que les gens les mélangeaient. Et dire aussi faisaient ça partout. Parce que les gens
ordinaires, ils n'ont pas cette obsession qu'ont les prêtres de faire des divisions. Ça veut dire qu'au niveau de la religion vécue et des rapports quotidiens vécus, il y avait une sorte de tolérance beaucoup plus grande dans les sociétés que celle qui était articulée par les penseurs religieux, par les leaders religieux. Les leaders religieux articulaient une vision qui divisait les gens et qui cherchait la pureté de chaque tradition religieuse, alors que dans les sociétés, il y avait une sorte de syncrétisme où les gens mélangeaient des traditions. Ils pouvaient appeler ça bouddhisme ou christianisme et le contenu. Et on voit ça jusqu'aujourd'hui, et c'est un des enjeux des luttes politiques aujourd'hui. Je vais donner juste l'exemple de l'Égypte que je connais. Dans les campagnes égyptiennes, il y a énormément de traditions qui sont des traditions pharaoniques anciennes, qui sont intégrées aux pratiques religieuses tant des musulmans que des chrétiens en Égypte. Et un des enjeux idéologiques et politiques des groupes islamistes, c'est de faire disparaître complètement ces pratiques-là. Et il y a des luttes là-dessus. Donc, j'imagine que c'est un peu pareil. Oui. Alors, peut-être qu'on va revenir sur la question de la chrétienté nestorienne, mais je veux revenir à Benoît sur l'hybridité. Comme on a parlé d'hybridité des religions, en tant que linguiste et traducteur, Benoît, tu as constaté aussi en lisant le livre une certaine circulation des langues, une hybridité des langues. Qu'est-ce que toi tu en retires? Et avant que tu répondes, je veux juste dire qu'il y a quelques personnes qui souhaitent poser des questions. Donc, peut-être dans une dizaine de minutes, on pourra accepter certaines des questions à l'auteur ou au traducteur. Donc, mais Benoît, d'abord, sur l'hybridité des langues, sur l'aspect linguistique de cette saga de la route de la soie, qu'est-ce qui ressort pour toi en tant que linguiste? C'est très délicat. D'abord, précisons que je ne suis pas linguiste. Je suis un littéraire de formation qui est venu à la traduction pendant ses études en littérature. Donc, je ne suis pas linguiste. Mes compétences en linguistique pure et dure sont relativement limitées, même si la sociolinguistique m'intéresse. Et le traducteur est par définition, comme je le dis souvent à mes étudiants, un puriste. Le traducteur n'aime pas l'hybridité. Le traducteur, généralement, n'aime pas le syncrétisme. Le traducteur, pour reprendre une expression peut-être appropriée ici, est généralement plus catholique que le pape en matière de langue. Donc, c'est sûr que cette cohabitation se mélange. Évidemment, le livre aborde la question, mais ce n'est pas l'enjeu central. Cette question de la rencontre des cultures et des langues, les deux vont ensemble. Elle est centrale, mais pour le traducteur, la question se pose assez peu finalement, puisque le livre est écrit en anglais, avec des citations qui sont en anglais aussi. Donc, c'est sûr que l'hybridité culturelle et linguistique, pour les traductologues en ce moment, c'est une question intéressante, dans le contexte canadien, par exemple. Mais ce n'est pas mon champ d'expertise du tout, la question bien au contraire. Je me qualifierais de puriste ou de conservateur en matière de langue. Ce qui fait même qu'au niveau de la traduction, ça pose des problèmes parce que, ou enfin des questions, le livre de Richard est éminemment accessible malgré la richesse de l'information, malgré la densité de l'information et notre méconnaissance de cette région du monde. Ce qui pose aux traducteurs qui traduit pour des presses universitaires aussi des questions. Jusqu'à quel point est-ce que le français est plus soutenu dans un ouvrage de type universitaire que ce serait le cas dans le cas de Richard. Ça pose des problèmes, mais ce sont des problèmes de registre, de langue qu'on essaie de résoudre en collaboration avec l'auteur et avec la maison d'édition. Mais moi, en tant que profane qui lit ce livre, une chose qui me fascine, c'est de voir que ces gens qui voyagent dans des régions très éloignées vont dans des zones où ils ne maîtrisent pas les langues. Mais en fait, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus plurilinguistes qu'on le pense, qu'au-delà il y a des lingua franca dans certaines zones, mais dans les zones de jonction entre ces aires civilisationnelles, ça prenait des gens qui parlaient plusieurs langues. Et une des choses que le livre mentionne régulièrement, qui me fascine, c'est comment certains textes dans une religion donnée, par exemple, ont été traduits.
de l'indien au chinois, du persan au chinois, du chinois au persan, du persan au grec. Et cette richesse linguistique, on a de la difficulté aujourd'hui à se l'imaginer Non. avec les moyens du bord. C'est-à-dire, il n'y avait pas tous les moyens qu'ils ont pour apprendre des langues. Non, mais ils avaient besoin de les apprendre. Ils les apprenaient. On oublie souvent que la majorité des gens sur la planète parlent plus d'une langue. L'unilinguisme est minoritaire. Dans les sociétés occidentales aussi, que ce soit la France, l'Angleterre ou l'Allemagne ou l'Italie, il y a un pouvoir centralisateur qui a essayé de faire disparaître les marges et les frontières linguistiques. Et je pense que ce modèle, par exemple, si on pense à l'Italie, la France, où les variantes et les dialectes ont cohabité sur les marges et aux frontières, il se reproduit en Asie centrale. Les gens grandissaient à la frontière ou à la marge d'une autre culture, d'une autre langue, et spontanément, ils grandissaient en apprenant les deux langues et en étudiant dans une troisième langue très souvent. Oui. Donc, les gens étaient polyglottes facilement. Peut-être que c'est une des choses qui ressort de ce livre de messages pour les gens qui ne sont pas spécialisés, mais c'est d'une part l'hybridité des religions, l'hybridité des langues, le fait que les gens ne se sentaient pas emprisonnés ni dans une langue ni dans une religion, qu'ils se sentaient à l'aise d'emprunter de l'une ou de l'autre, et que c'est ça qui a permis la richesse de ces civilisations et le maintien, la reproduction de ces civilisations pendant des centaines, voire des millénaires, des centaines d'années, voire des millénaires. Donc ça, c'est une chose qui ressort. Alors, avant de prendre des questions, j'aimerais revenir sur une chose, Richard, c'est la question du christianisme nestorien. Peut-être le définir, c'est quoi qu'il est, mais aussi souligner comment les processus politiques de compétition entre des groupes ont fait que les chrétiens nestoriens se sont retrouvés dans cette région du monde, ont été s'exiler peut-être, se protéger, mais aussi propager cette foi-là. Alors, j'aimerais t'entendre, Richard, sur ce christianisme nestorien, son contenu, mais aussi les processus politiques qui ont fait qu'ils se retrouvaient là. Oui. Bon, à l'origine, c'est une division qui est survenue dans l'Église chrétienne au 4e et 5e siècle, a priori à cause d'un différend entre deux partis, un qui disait que, les soi-disant diophysites, qui disaient que Jésus avait deux natures, et ceux qui disaient qu'il n'en avait qu'un seul fusé divin et humain fusé entre les deux. Et puis finalement, ce que les chrétiens occidentaux croient maintenant, c'est un compromis entre les deux, le compromis chalcédonien, comme on dit. Mais les nestoriens sont ceux qui ont soutenu le diophysitisme. Moi, je dirais que la division était plutôt politique parce que ces deux positions étaient associées à des régions. Et puis, finalement, le nestorianisme s'est implanté en Iran comme étant la version officielle reconnue du christianisme. Et comme le christianisme, à partir de l'Iran, s'est étendu jusqu'en Chine et jusqu'en Inde, on peut dire que dans l'histoire, c'est le nestorianisme qui a eu le rôle de christianisme normatif dans l'Asie. C'est un peu surprenant pour un occidental. Aussi qu'en Occident, on n'a pas vraiment l'impression que le christianisme était très important en Asie, alors que pendant le premier millénaire du christianisme, le christianisme était aussi bien implanté en Asie qu'en Occident. On ne se rend pas compte. Et il y avait ça aurait pu tourner autrement. Ça aurait pu être l'Asie qui devienne majoritairement chrétien. Mais si c'était passé comme ça aurait été le christianisme nestorien et pas chalcédonien. Et donc, ce qui fait que, par exemple, quand
à l'époque mongole, quand le moine Guillaume de Rubruck était envoyé par le pape pour christianiser les Mongols. Il est arrivé chez les Mongols, il a vu le christianisme très, très bien implanté. Il savait tout à fait ce que c'est le christianisme. Et il y avait beaucoup de chrétiens. Il y avait des tribus mongoles entièrement chrétiens à l'époque. C'était surprenant pour lui. Mais ce qui était décevant, c'était que pour les Mongols, le christianisme, c'était le nestorianisme. Donc, pour eux, c'était le catholique, l'hérétique, et pas l'inverse. Oui. Mais c'est fascinant de voir, de prendre conscience du fait que même si d'un point de vue eurocentré, occidentalo-centré, on rattache le christianisme actuel à l'Europe, on sait que d'abord il est né au Proche-Orient, ça tout le monde le sait, mais que pendant un millénaire, il y avait un centre de gravité. Le centre de gravité n'était pas uniquement l'Europe, qu'il y avait ce centre. Et j'ajouterais que pendant les premiers siècles, bon, on sait que jusqu'à 313, l'an 313, le christianisme n'était pas reconnu dans l'Empire romain. C'était une secte illégale où les chrétiens étaient persécutés. Alors que pendant tout ce temps-là, en Iran, dans l'Empire Parthe, et après l'Empire sassanide, c'était une religion officiellement reconnue qui a pu s'épanouir partout à travers l'Empire. Et au IIe siècle, il y avait des églises et des évêqués partout en Iran. Et ils n'étaient pas persécutés. C'est complètement une autre histoire par rapport à l'histoire du christianisme dans l'Empire romain. Cette question renvoie à la première question qui est posée par certains des personnes qui assistent, des participants à cette réunion. Donc, il y a une première question sur la question de l'orientalisme. Compte tenu de ce qui vient d'être dit sur le christianisme nestorien, qu'est-ce que ça change qu'est-ce que l'orientalisme tel que développé par Edward Said, tel que conceptualisé, est-ce que ça change quelque chose à la façon dont tu as approché ces questions? Est-ce qu'il y a un impact quelconque de cette idée d'orientalisme dans la façon de faire cette recherche que tu as faite, ou bien le contraire? Est-ce que cette recherche remet en question une certaine idée de l'orientalisme? Disons que je suis plutôt je sympathise pour la plupart avec les critiques de Saïd, mais je pense que c'est trop encadré et c'est trop limité aux Occidentaux. Parce que dans mes recherches, j'ai trouvé que cet orientalisme existait bien avant la colonisation par les Européens. C'était des musulmans qui avaient leur propre orientalisme qui ressemblait tout à fait à l'orientalisme que critique Saïd. Hein? Et s'il avait tourné son regard vers le passé, il aurait pu dire exactement les mêmes choses sur les musulmans du Moyen-Orient et leurs attitudes envers l'Inde, envers la Chine. L'Orient, c'était exactement la même chose pour les musulmans du Moyen-Orient que c'était pour les Occidentaux plus tard. Et j'ai fait des recherches là-dessus et je ne suis pas le seul. C'est bien. Oui, je souscris pas mal à cette vision. Il y a une question un peu plus spécifique qui veut, enfin, quelqu'un qui demande de revenir sur une chose qui a été dite au début. C'est quand une nouvelle religion arrive dans une contrée où personne ne la connaît, via les marchands, et comme on l'a dit, pour que les marchands arrivent, il faut qu'il y ait d'abord un pouvoir politique qui sécurise la route pour que les marchands puissent l'emprunter, et ils arrivent. Et ensuite, ces sociétés découvrent des religions par les marchands.
est-ce qu'on est capable de dire que voilà, il y a un ou deux ou trois modèles dominants sur la façon dont ces religions sont acceptées par ces populations-là? Est-ce qu'elles les transforment, elles les modifient, elles les mêlent avec leurs pratiques? Oui. Est-ce qu'on peut élaborer là-dessus? Oui, je dirais que d'abord, on accepte la religion, c'est-à-dire que pour la plupart du temps, ça veut dire qu'on accepte de devenir membre d'une communauté. Et après, on apprend leurs idées et leurs pratiques. Pas l'inverse. Hein? Ce n'est pas les idées qui attirent les gens, a priori. C'est le désir de faire partir d'une communauté. Et on voit ça même avec enfin, les origines de l'islam, même en Arabie. On sait par les sources que les tribus arabes d'abord acceptaient l'autorité de Mohammed et après, il envoyait quelqu'un pour leur enseigner le Coran, c'était quoi. Et c'était exactement comme ça la plupart du temps, à mon avis. Évidemment, il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont attirés sur le point de vue intellectuel ou je ne sais pas quoi, mais la plupart des conversions n'étaient pas individuelles. C'était des conversions de groupes, de communautés. Et on a affaire à ce que l'historien américain Jerry Bentley a appelé conversion par association volontaire. Ça veut dire que c'est d'abord une question d'identité communautaire. Et après, enfin, les idées, les pratiques, c'est secondaire. Et les religions ont réussi à s'implanter avec plus de succès quand ils n'ont pas trop joué avec les idées et la pratique. Hein, quand ils ont, quand ils ont adapté enfin, à leur façon. Mais on parlait de la traduction, juste pour donner un exemple, le mot dharma, qui est en sanskrit, a un sens très, très profond. Mais dans le bouddhisme, le sens est tout à fait différent que dans l'hindouisme. C'est le même mot, mais avec deux sens complètement différents. Alors que dans les textes chinois, quand ils traduisaient un texte sanskrit en chinois, ils employaient le mot Dao. Dao, encore en Chine, ça a un sens très, très profond, très, très connu, qui n'est pas du tout le Dharma. Mais c'est comme ça que le bouddhisme a réussi à s'implanter en Chine en faisant semblant de ne pas être étranger. Oui, mais ça soulève une question très contemporaine, Richard, c'est que cette idée que les gens se convertissent à un groupe avant de se convertir à des idées, pour la majorité. Après, il y a certains pour qui c'est les idées, mais même quand on pense que c'est les idées, c'est au fond qu'on a envie de faire partie d'une communauté. Et je pense que ça joue ça joue non seulement entre les religions, mais entre les diverses interprétations d'une même religion. Et par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire que tout ce qui touche à l'islam politique, à la violence politique, ou au contraire au soufisme et tout ça, ces processus relèvent beaucoup plus d'une adhésion à un groupe d'abord qu'une adhésion à des idées d'abord. Et donc, pour comprendre ces processus, si on tire les leçons de ce livre pour comprendre comment aborder certains enjeux politiques et religieux contemporains, il faut garder cette idée en tête, que l'adhésion se fait à des groupes, à des cultures, avant de se faire à des idées spécifiques. En tout cas, ça me semble assez fort. Écoute, il y a deux ou trois questions spécifiques qui sont posées, Richard. Et il y a une question à Benoît et une question à Richard. Donc, Benoît, vas-y. Je voulais être sûr j'aime beaucoup cette idée centrale du livre qui est qu'on adhère à une religion, que l'on se convertit par le commerce, par les routes. Et moi, j'irai encore plus loin, mais ce n'est pas mon rôle, mais on se convertit par intérêt, parce qu'on a quelque chose à y gagner
en termes de solidarité, de commerce, d'échange, j'allais dire de réseautage, d'appartenance à une communauté qui est en train de s'implanter. Et ma question, c'est une question que je voudrais absolument qu'on aborde, si c'est possible, avant la fin, c'est celle des nouvelles routes de la soie. Est-ce que le même phénomène, Richard, est en train de se produire avec ces nouvelles routes commerciales, culturelles et politiques et idéologiques de la soie que la Chine essaie de développer? Je sais que c'est une question extrêmement délicate, mais je pense que si on pense au fonctionnement de la route de la soie pendant des siècles, on peut se demander si ce n'est pas la même chose qui est en train de se produire. Oui. Je ne sais pas, Richard, si tu as accès aux questions écrites là, dans l'onglet questions. Mais j'aimerais bien répondre à la question de Benoît parce que c'est très pertinent, à mon avis. Vas-y. Et ensuite, j'aimerais t'inviter. Tu as bien fait de poser la question parce que, justement, c'est la Chine officielle qui n'arrête pas de faire référence à l'histoire de la route de la soie pour soutenir son programme de domination économique, on pourrait dire mondiale maintenant. Et en tant qu'historien, je trouve qu'il joue pas mal avec cette histoire pour servir à leur propre but à eux. Mais où est la religion là-dedans? Moi, je dirais qu'on peut appeler ça la religion du marché. C'est une façon de voir la réalité qui n'est pas basée sur les faits, c'est basé sur la foi. Et il y a certaines pratiques qu'il faut absolument faire pour démontrer qu'on est membre de la communauté des capitalistes et tout. Et puis, ça s'adapte à chaque culture. Ça s'implante. Si ça a commencé avec Milton Friedman, ça a réussi à s'implanter un peu partout au monde, mais en s'adaptant à la culture locale. Super. Et il y a 3 questions. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de les aborder dans les 8 minutes qui restent. Mais j'aimerais poser une question à Richard sur, enfin c'est un commentaire plutôt de Aziz Fall qui nous rappelle que notre discussion est centrée sur les rapports entre l'Europe et l'Afrique. Je ne sais pas si tu as accès à la question, Richard. Oui. Alors, je ne sais pas si tu aimerais commenter là-dessus, sur cette dimension, l'aspect africain de ce type d'échange. Il me semble qu'on pourrait faire un autre ouvrage sur les échanges du même type, avec le même paradigme, avec les mêmes approches théoriques pour comprendre un peu plus les échanges culturels en Afrique, oui. le rôle de la civilisation égyptienne, la dimension africaine de la civilisation égyptienne. Est-ce que tu pourrais commenter là-dessus rapidement? Oui, ce serait un autre ouvrage, effectivement, par un autre chercheur, parce que je ne suis pas spécialiste, mais moi, je pense que le modèle s'applique. Oui, c'est bien. Oui, c'est parfait. J'aimerais demander à Benoît s'il pouvait répondre à une des questions sur la question de la traduction de fiction. Et alors, je ne sais pas si Benoît, tu vois la question qui est posée, alors peux-tu commenter rapidement là-dessus? Évidemment, il y a des points communs entre la traduction d'un roman ou de nouvelles. Dans mon cas, j'ai traduit surtout des nouvelles. Donc, il y a des points communs, des différences. Évidemment, le travail, j'insistais beaucoup au début sur les recherches documentaires, linguistiques, toponymiques et ainsi de suite. Ce que je dis toujours, c'est que traduire de la fiction, un roman, une nouvelle, peu importe, ça pose des problèmes différents, mais la principale différence étant que personne ne va nous reprocher la traduction de la chambre de Balzac, par exemple, dans le Père Goriot, parce que la chambre n'a jamais existé, même si elle est décrite en détail. Alors que dans un essai, dans un ouvrage plus scientifique, les faits et les lieux sont là et quelqu'un les a vus. Et ça, c'est quand même une différence fondamentale. Bien sûr, les points communs, c'est qu'il y a un style à identifier, à reconnaître, à comprendre chez l'auteur. Il y a un ton, bien sûr, à adopter.
puisque le lectorat, théoriquement, est différent, ou en tout cas, le but de l'ouvrage est différent. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des points communs de documentation, bien sûr, d'analyse aussi approfondie que possible, mais il y a de grandes différences. Oui. Peut-être, merci. Une question avant, Richard, peut-être tu aimerais commenter la toute dernière question qui apparaît aussi, mais il y a une autre question sur les Khazars aussi et leur rôle quand ils se sont convertis au judaïsme, leur rôle dans la route de la soie. Il y a ces deux petites questions. Moi, j'aimerais peut-être ajouter une troisième, puis tu pourrais clore sur ces trois commentaires, Richard, parce qu'on clôt dans quelques minutes. Donc, cette troisième question, c'est toute cette richesse civilisationnelle, son interaction avec ce mode de commerce, ce mode de circulation des biens et des idées. Est-ce qu'on peut dire que ce sont la grandeur de ces civilisations qui a permis à ce mode de transmission des biens et des idées, dont les idées religieuses, d'exister, ou bien c'est le contraire? Est-ce que c'est ce style de vie et d'interaction entre le nomadisme et les cités qui a permis à ces civilisations de grandir? Moi, il me semble, je voudrais vérifier une hypothèse, peut-être tu peux répondre à ça, il me semble que ces civilisations se sont construites un peu à l'extérieur de la route de la soie. Et c'est l'existence des civilisations qui a permis l'échange et l'existence de la route de la soie plutôt que le contraire. Est-ce que tu pourrais commenter là-dessus? Et ceux qui ont fondé les villes le long de la route de la soie, c'était des gens qui étaient d'origine des nomades des steppes. Donc, je dirais que cette dynamique, cette synthèse s'est formée pendant 3000 ans dans une dépendance mutuelle. Les uns ne pouvaient pas vivre vraiment sans les autres. Donc, c'est cette dynamique qui a fait développer les civilisations. Et il y a des vagues constantes, des vagues des nomades qui descendent dans les villes et qui s'installent et qui deviennent urbanisés et qui deviennent civilisés, soi-disant. Donc, ça se reproduit constamment. Ça évoque Ibn Khaldoun, ce que tu dis. Mais aussi, il me semble que si on regarde le sud, c'est-à-dire le centre et le sud de l'Inde, qui était comme un peu, qui ne faisait pas partie de cette route de la soie, qui était comme périphérique, et certaines régions de la Chine qui étaient aussi périphériques, il me semble que là, il y a eu des développements civilisationnels qui ont nourri la route de la soie et qui étaient peut-être influencés à certains moments, ça a enrichi un peu, mais ils avaient leur propre dynamique locale à cause de la richesse et de la complexité des sociétés locales elles-mêmes, n'est-ce pas? Ben, je dirais que les trois civilisations méditerranéennes, chinoises et indiennes ont tout nourri la civilisation de l'Asie centrale à leur façon. Oui. Oui, d'accord. Et sur la question des Khazars, est-ce que tu as... Les Khazars, admettons que c'est juste les élites qui ont adopté le judaïsme et on ne sait pas à quel point ils l'ont adopté. Ils l'ont adopté formellement, mais ils étaient coincés entre des grands empires, des grosses puissances chrétiennes et musulmanes. Donc, pour pouvoir accéder aux deux, ils s'en servaient des marchands juifs qui possédaient des énormes réseaux. Donc, en utilisant ces réseaux, ils ont pu s'enrichir sans prendre parti ni avec l'un ni l'autre. Oui. Une dernière question avant de clore, c'est qu'il y a quelqu'un, M. Ferid Chiki, qui soulève l'idée que, d'une certaine façon, les prophètes dans les diverses religions, ayant souvent été refusés au départ dans leur propre communauté, s'exiler,
est-ce que ce n'est pas une forme de nomadisme aussi? Peut-être cet exil a été rendu possible par l'existence de formes de sociétés nomades, mais il me semble que c'est quand même assez différent. Peut-être tu pourrais élaborer là-dessus, Richard. Il me semble qu'il y a une différence fondamentale entre l'exil de personnes qui s'exilent et le nomadisme comme système social, comme ordre social. Mais moi, je dirais que les nomades ont adopté les religions pour se montrer civilisés. C'était encore une façon de s'associer enfin de changer d'identité, de changer d'association, de s'associer avec des communautés reconnues comme civilisées, parce que les nomades ont toujours été vus comme pas civilisés. Donc, absolument. Ouais. Alors, écoutez, il y a une dernière question qui vient d'entrer, Richard, je ne sais pas si tu la vois sur ton écran, qui est en anglais, sur la question de l'étendue du monde iranien, de Iranian world. Est-ce que ces frontières ont été fluides, elles ont changé? On parle de plusieurs peuples iraniens. On parle des Perses, on parle des Parthes, on parle des Sogdiens, on parle aussi des Scythes, qui étaient des nomades. Donc, le monde iranien, c'est très, très large. Et on peut parler plus d'une civilisation. Et tout comme la civilisation gréco-romaine ou la civilisation chinoise se retrouve au-delà des frontières de la Chine ou de l'Italie ou de la Grèce, la civilisation iranienne aussi. Ouais. Bon, ben, merci. Écoutez, on arrive un peu au bout de cette discussion pour laquelle on avait prévu une petite heure. Benoît, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter suite à cette discussion? Rapidement, je voyais dans les commentaires, dans les questions, quelqu'un qui revenait sur les nomades et les interprètes et les traducteurs. Tout à fait. Ce que le modèle d'analyse, le continuum que décrit Richard dans son livre, s'applique bien sûr aussi aux langues et donc à la traduction avec des différentes communautés qui sont bilingues ou polyglottes et des activités de traduction qui sont maintenues. C'est évident parce qu'il faut traduire oralement ou par écrit, ne serait-ce que les textes religieux. Donc, ça implique des gens qui ont des connaissances pendant 1000 ans sur la route de la soie de diverses langues. Et c'est une série de transferts linguistiques dans ce cas-là. Ouais. Bon, ben, écoutez, merci comme mot de clôture, avant de donner la parole à Anna, je vais juste donc rappeler que ce livre est une lecture très intéressante, mais aussi très dense, qui mérite une lecture avec attention, mais aussi qu'elle attire notre attention sur l'existence de mondes et de civilisations qui sont un peu absentes de notre conscience quotidienne dans la culture dans laquelle nous vivons, et on réalise que ces civilisations ont été extrêmement riches, extrêmement complexes, extrêmement diversifiées, qu'elles ont duré beaucoup plus que la civilisation occidentale, qu'elles ont duré des milliers d'années, et qu'elles ont interagi, et que la caractéristique principale que moi je retiens, à part cette richesse, c'est l'hybridité et les échanges. Comment les échanges ont maintenu l'hybridité et comment ces échanges ont été rendus possibles par une acceptation de l'hybridité, de ce syncrétisme que les gens vivaient en s'appelant d'un groupe religieux, mais en incorporant des pratiques qui venaient d'un autre groupe. Et cette hybridité supposait une certaine tolérance de laquelle on a beaucoup à apprendre. Et peut-être que je vais clôturer donc sur ce point et laisser Anna clore la réunion. Merci beaucoup. Au nom d'Espace 4, je voudrais remercier les panélistes aujourd'hui. Merci pour votre temps et vos généreuses interventions aujourd'hui. Merci aux membres du public de se joindre à nous aujourd'hui aussi. Thank you, Richard, for writing this book, translated into many languages, most recently into French by Benoit, who we'd like to thank in turn for sharing your important perspectives here today, and to Rashad, who had the very important role of moderation. Thank you so much. We appreciate your participation and
a superb job here today. And I'd like to signal a special thank you to our colleagues at Concordia University Press for publishing this book and working with us on this event. So on that note, we'd like to wish you all a very good afternoon. I'll remind you that a recording of this conversation is available on YouTube at CU ForSpace. It'll be there shortly, so look us up. And thanks again for sharing this moment of conversation with us here today. Bye, everybody. Thank you.